Notre confrère L'Opinion ce matin qui titre « Loi de 1905, les choix de Macron ». La loi de 1905, vous le savez, c'est cette fameuse loi de séparation des églises et de l'État. Je vois Patrick Pelloux qui retrousse déjà les manches, que certains considèrent comme insuffisantes pour faire face à l'intégrisme islamiste, d'où la volonté de réformer notamment le régime des cultes, tel qu'il est édicté dans les articles 18 à 36, par exemple, avec l'idée de créer une sorte de label de l'État pour autoriser la création des associations cultuelles. Je sens que vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée, Patrick Pelloux. Ah, il ne faut absolument pas toucher à la loi 1905. C'est un tabou. C'est un totem. C'est un totem. C'est un totem qui Même qui a si structuré ça a 113 ans. Mais qui s'est passé beaucoup de choses depuis. À ce moment-là, vous dites aussi que l'existence même de la France, il faudrait revoir ça. Elle évolue un peu, la France, depuis Non, ça a structuré les choses. Ça a structuré les choses pour plein d'arguments. La loi 1905... Ses racines, c'est la Commune de Paris, ça c'est une évidence, où c'est là où on remet en cause la présence des cultes, et ça mûrit dans la société. Ça mûrit au Parlement, et ça naît, et ça fait quelque chose qui est important, parce que c'est discerné. Alors c'est sûr qu'on est un satellite par rapport aux autres pays. Là, on va faire les commémorations du 11 novembre, j'imagine, même les États-Unis, la présence des religions est importante. Il y a tas d'endroits où vraiment, voilà, les républiques islamiques, il y en a plein partout. Mais nous, on est singuliers. Et la séparation des religions par rapport à la société, c'est une indépendance intellectuelle et morale. Il ne faut pas les faire re-rentrer dans le jeu politique. C'est vraiment, c'est un truc qui est sacré. Ils veulent. Mais là, l'islam politique, ça part d'un bon bon sentiment, c'est pour les encadrer mais aussi. Encadrer, rien du tout. Vous leur donnez ça, ils vont vous bouffer ça. Et alors, autant je pense que les catholiques défendront la laïcité, les autres non. Paradoxe. Les autres non, vous verrez. Mais c'est une erreur. C'est un paradoxe. La laïcité, on oui. vous dira que ça vient du catholicisme. Ilana Ficurella, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter justement Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ce matin sur France Inter, pour écouter ses arguments. Ce qui est important, c'est réellement que nous puissions ensemble travailler sur un islam de France qui apporte de l'apaisement par rapport aux questions liées à cette religion. Ça veut dire quoi concrètement? Sur le mode de financement, par exemple, sur la formation des imams, etc. Il y a plusieurs champs qui peuvent être travaillés. Formation des imams, Ilana Ficurella. Oui, alors écoutez, j'ai l'impression, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on sorte. Vous savez que Martin Boubert, puisqu'on aime bien les auteurs dans votre émission, grand philosophe, disait qu'un vrai dialogue, c'est quand on sort tous un petit peu transformés par rapport à quand on était arrivés. Alors, transformez-nous. Transformons-nous les uns les autres. Non, j'ai l'impression que, grosso modo, on est absolument d'accord. Moi, je suis une fervente adepte de la laïcité à la française, mais je crois que notre président aussi, c'est la bonne nouvelle que j'amène. Il n'est pas question de revenir sur les principes qui fondent la loi de 1905, à savoir la séparation des églises et de l'État. Personne n'y songe. D'ailleurs, Nicole Belloubet le rappelait ce matin. Mais pour moi, c'est une évidence, et pour le président de la République aussi. Donc, de quoi s'agit-il? D'abord, on parle d'une fuite, donc on reviendra peut-être en parler quand ce sera absolument sûr, puisqu'on parle d'éventuels amendements. Un projet de loi, il y a eu 2019. 13 ou 14 amendements depuis le début de l'adoption de la loi de 1905. Il y a un projet de loi qui est quand même dans les tuyaux. En tout cas, c'est pas officiel, comme vous savez. Donc, pour l'instant, on en est. Donc, je serai plus à l'aise de vous parler quand ce sera officiel, parce que c'est un travail en cours. Donc, on pourrait parler plus sérieusement, exactement, des amendements, des ajustements qui sont envisagés. Je répète qu'il est hors de question, et au plus haut niveau de l'État, de remettre en cause ce qui fait le fondement de notre société française, à savoir la séparation de l'Église et de l'État, et le fait des Églises et de l'État, et du fait que il n'y aura jamais de financement public d'un quelconque culte. Donc ça, ce n'est pas ça qui est en jeu. Maintenant, on a tous constaté depuis un certain temps, de prendre un tout petit peu de recul, qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se sont posés et qui n'étaient pas posés par la loi, d'abord parce que l'islam n'existait pas, et ensuite parmi ces problèmes, il y en a un sur lequel il était extrêmement minoritaire en France, et donc le problème n'a pas été pensé à sa bonne mesure. Mais il y a un autre phénomène qui s'est développé, et là-dessus nous nous rejoindrons probablement, c'est l'apparition et le développement d'un islam politique. Exact. Et cette loi et ce dispositif, beaucoup de gens le condamnent. L'islam est politique par nature. Non, l'islam n'est pas politique par nature. Ça demande la conquête. Mais il y a un islam politique qui est en train de se développer dans notre pays, qui est identifié comme un danger. Et il se trouve que les amendements envisagés vont plutôt dans le sens de la transparence financière. La transparence financière, effectivement, pour
et d'autre part sur un plus grand contrôle. Donc en réalité, j'ai l'impression un peu d'un dialogue de sourds, si vous permettez, qui s'engage parce que il ne s'agit pas tout d'un coup d'ouvrir toutes les vannes en se disant voilà, on remet en cause un tout petit peu de la loi et donc forcément c'est pour en abattre les fondements. Non, les fondements ne seront pas remis en cause. Oui, il y a des amendements qui sont peut-être prévus, on attendra qu'ils soient officiels pour pouvoir vraiment en débattre de manière plus technique. Mais en tout cas, le problème de la montée de l'islam politique, il est posé. Le problème des financements de l'islam par des pays étrangers et du coup qui alimentent un radicalisme, il est posé et il faut trouver des réponses. Et le problème d'un islam de France dans lequel vous ne voulez pas croire, mais qu'il faut tenter de construire, parce que vous avez des musulmans de France, il y a un islam en France. L'idée, et ça c'est, je pense que ce qui fait la marque aujourd'hui du président de la République par rapport à ces questions, c'est que il identifie des problèmes comme ses prédécesseurs, mais au lieu d'hurler en disant il y a des problèmes, il y a un problème avec l'islam, il y a un problème avec l'islam, comme avec beaucoup de sujets, il a décidé d'y travailler sérieusement et de prendre son temps, vous l'avez noté, de prendre son temps pour essayer d'aboutir à des solutions dont on pourra débattre, mais je voudrais qu'on soit d'accord sur les intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on ne diabolise pas l'intention en se disant que l'objectif, c'est d'arriver à des financements plus transparents, à éviter que l'islam en France soit instrumentalisé par des forces radicales qui sont parfois qui passent parfois par des financements Jean-Baptiste Marteau, vous avez l'impression... Ouais. Non, vous parlez des intentions d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'a priori, on peut ne pas en douter. Le problème, c'est qu'il a encore, je veux dire, quelques preuves à faire sur la laïcité. Le discours des Bernardins a, pour beaucoup de Français très attachés à la laïcité, se met un petit peu le trouble. Et on se demande effectivement ce qu'il a vraiment derrière la tête sur la laïcité. C'est un totem, la loi de 1905. Effectivement, et dès qu'on commence à toucher peut-être même à un petit centimètre... Un totem, oui, mais il ne faudrait pas arriver à une espèce de tabou qui fait qu'on n'arrive plus à trouver de solution. D'accord. Sur le principe, on peut se dire, quand il dit on va mieux encadrer le financement étranger venu pour financer des mosquées, par exemple, en le limitant à 10 000 €, ce qui est à peu près dans les fuites qui sont sorties ce matin, et qu'au-delà, ce serait contrôlé. Bon, sur le principe, pourquoi pas? On peut tous être d'accord sur cette mesure. Non. Mais quand on derrière, pas tous, presque. Non. Mais on peut se dire qu'en tout cas, pourquoi pas l'état d'esprit, peut se défendre en tout cas. Je vous écouterai juste après avec plaisir. Mais je répondrai si derrière, sur les Bernardins. Si derrière vous commencez effectivement à permettre aux associations cultuelles de posséder leurs biens, d'avoir des revenus qui en découlent, c'est ce qu'il y a dans ce qu'on a lu ce matin, avec, pourquoi pas, des financements publics qui pourraient arriver pour refaire l'isolation, ce genre de choses. C'est tout ce qu'on a pu lire. Et on se dit que, effectivement, le principe de la loi de 1905 peut être détourné à travers des financements qui vont venir ici ou là par les collectivités locales aussi. On le voit plusieurs fois lors de la construction de mosquées. Et donc, il y a quand même des principes qui font... ont baissé leur culotte par rapport à leur... Il y a quand même des principes... Caroline Valentin, juste avant, chez nos internautes, Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir réformer la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État? Non, à 68%. Donc 2/3 de nos internautes sont aussi hostiles. Encore faudrait-il s'entendre sur de quoi s'agit-il? C'est pas réformer la loi, il n'y a pas... à la marge. Non, mais oui, mais là, je crois que l'argument, c'est un peu ou pas du tout. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron prend son temps pour réfléchir, alors que grosso modo, il nous ressort la même chose que ce qu'il y avait dans le rapport El Kharoui de septembre 2016. Et tout le monde sait parfaitement, tous les gens qui suivent la vie politique, je pense que vous en êtes, savent parfaitement que depuis toujours, il avait en tête de mettre en place cet islam de France. Et une des raisons pour lesquelles le discours des Bernardins a été si critiqué, c'est pas sur le fond, parce que c'était assez un gros discours, c'était moins en fait sur le fond que sur le fait... Le discours des Bernardins, c'était devant la conférence des évêques de France. Exactement. C'était moins sur le fait que sur le fond que c'était vu comme une façon de préparer l'opinion à la mise en place d'un islam de France. Exactement. Alors, il veut réfléchir, Emmanuel Macron, mais vous savez quoi? Ce qui serait sympa, c'est quand même qu'il écoute les gens qui connaissent leur sujet, parce que manifestement, je ne sais pas qui est autour de lui, mais j'ai l'impression qu'il est entouré de nuls insupportables. Excusez-moi, on est dans un malentendu sur un point, et là, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais il n'est absolument pas question, là encore, il faut s'entendre sur les mots, d'avoir l'État
qui, tout d'un coup, devient puissance de décision de l'islam de France. Il s'agit mais même le mot islam de France, c'est un problème. C'est ça le modèle, c'est ce qui peut se passer pour les Juifs de France, par exemple. À travers, par exemple, une taxe halal qui pourrait permettre une autonomie. Au début du 19e, il y avait 70 000 Juifs en France. Aujourd'hui, vous avez 5 millions de musulmans. Premièrement. Deuxièmement, vous dites que l'islam n'est pas politique, mais une fois de plus, je trouve surprenant qu'en 2018, en novembre 2018, il y a encore des hauts responsables qui expliquent que l'islam n'est pas politique. Quand Boualem Sansal vous explique que l'islam est politique, il connaît le sujet, il habite en Algérie, et il est en train de dire, il a parlé, lui, du rapport El-Karoui, pour une fois, et pas que du sondage, il a parlé du rapport lui-même, pour dire que le rapport El-Karoui, c'était l'islamisation de la France, comme il l'avait connu en Algérie. Ibn Ouarak, il a écrit un livre, Pourquoi je ne suis pas musulman. Il connaît parfaitement l'islam, il vous dira que l'islam est politique. Zineb El Razoui, elle a donné des cours en Égypte, elle connaît parfaitement l'islam, elle est née au Maroc, elle vous dira que l'islam est politique. Et vous nous expliquez que l'islam n'est pas politique. L'islam est politique depuis le départ. Excusez-moi, nous avons en France, effectivement, un nombre important de musulmans. Un grand nombre d'entre eux ne sont pas dans la radicalité. Le phénomène de la radicalité est préoccupant. Très préoccupant. Oui. Il est pris en charge par Jean-Michel Blanquer, par un comité des sages présidé par Dominique Schnapper. Donc les choses sont identifiées. Je ne peux pas vous laisser dire que tous les musulmans sont engagés dans un processus anti-républicain. Je n'ai pas dit ça. Nous avons des musulmans, mais parce que c'est essentiellement politique. L'islam politique, c'est un syntagme qui veut identifier un islam radical qui n'est pas républicain. Pas du tout. L'islam politique, on va être précis, c'est quoi ? L'islam politique, l'islam est politique de manière générale. Il se trouve qu'en France, pendant très longtemps, on a eu un modèle d'intégration qui a transformé des musulmans en musulmans républicains. Par ailleurs, se développe. Il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Grâce à notre modèle d'intégration, voyez-vous, que Emmanuel Macron est en train d'abandonner petit à petit. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Mais c'est quoi un islam politique ? Pourquoi parler d'abandon et pas finalement d'audace, d'essayer de tenter cet islam de France à voir avec eux. Il n'y a aucune audace. Aucune audace, parce qu'il y a une logique derrière tout ça. Il y a une logique. Cette logique, en effet, mais le prédécesseur Nicolas Sarkozy avait essayé déjà de faire l'islam de France. Ils leur ont ouvert des portes. Ils ont dit voilà, on va faire le Conseil du culte musulman. Ça a raté. C'est un échec. Après, quand vous regardez ces instances, quand il y a eu les attentats, il a fallu vraiment leur arracher le fait qu'ils dénonçaient les attentats. Et c'est ça le problème. C'est que d'un coup, ils comprennent la violence. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter ça. Le problème, c'est que je vais vous dire un truc. Nous, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron ? Il arrive avec... La fuite est organisée, ne prenons pas les gens trop pour des nouilles quand même. Surtout que c'est la deuxième tentative, il y a eu des tentatives d'amendement qui étaient passées. Il ne dit pas tellement ce que vous avez écrit, il dit voilà, je vais proposer un nouveau statut aux associations et je vais rendre ce statut attractif en leur permettant de posséder des immeubles et de les exploiter. Et puis par ailleurs, en leur permettant également de bénéficier de subventions de l'État pour la rénovation énergétique de ces immeubles. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait l'Autrichien là ? Qu'est-ce qu'il a fait à la place ? Il a dit, vous savez quoi ? Moi, je vous dis tout de suite, les financements étrangers, c'est interdit. Et ce n'est pas interdit au-dessus de 10 000 €, c'est interdit point barre. Voilà. Et les financements, n'importe comment... Vous n'allez pas très loin, reconnaissez-le. Non, mais sauf si vous faites plein de 3 000 €. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui. À 10 000 €. Mais vous savez ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'il n'y ait pas de financement étranger de l'islam de France ? Alors, comment on finance les mosquées ? Mais ils se financent. Ils se financent. Il s'agit de ça. Mais ils se financent tout seuls comme en Autriche. Il s'agit tout à fait de cela. Excusez-moi, mais il s'agit d'apporter une réflexion et une aide pour que justement cette organisation, elle ne se fasse pas au détriment des musulmans les plus modérés du pays. Premièrement, l'islam politique, on ne finance pas uniquement. Je sais bien que l'argent c'est nerf de la guerre. C'est pas l'État qui va financer. Au bout d'un moment, il faut parler de la guerre. Il faut parler de la guerre elle-même. Et le problème, c'est que premièrement, il y a énormément d'argent dans l'islam et même beaucoup d'argent occulte. Vous savez peut-être, ou sans doute, ou j'espère pour vous en tout cas, qu'en islamisme, donc je ne parle pas d'islam, je ne parle pas les musulmans, mais les islamistes refusent de payer de l'argent, des impôts à l'État koufar, à l'État mécréant. Donc, il y a énormément d'argent qui passe en dessous, qui passe sous le radar de la fiscalité. Quand on a écrit Une France soumise des voies du refus, il se trouve que j'ai eu au téléphone une contrôleuse fiscale. On n'a pas pu publier son témoignage parce qu'au dernier moment, elle a reculé, mais qui nous expliquait que les sociétés de certification halal, dans sa région où elle vivait, où il y avait énormément d'arabo-musulmans, et dans sa commune, il y avait énormément de commerce halal, avaient 0% de chiffre d'affaires.
Non, 0% de chiffre d'affaires, sauf que maintenant, les lois, me disait-elle, moi, je ne peux pas déclencher une investigation fiscale sans prouver à mon supérieur hiérarchique que je vais avoir 50 000 euros de bénéfices. Or, comme j'ai 0 compte, et qu'ils sont 0 sur leur compte bancaire et 0 sur leurs comptes sociaux, je ne peux pas prouver que je vais avoir 50 000 euros. Mais il y a... Ensuite, je m'étais renseignée auprès des gens qui connaissent bien la sécurité. Il y a des millions d'euros qui circulent en sous-cap et qui resteront en sous-cap parce que je vais vous dire, les islamistes, jamais ils iront adopter votre truc là d'association pour avoir 3 balles issues de l'exploitation de leurs immeubles alors qu'ils ont des centaines de milliers d'euros. Ce que vous décrivez, c'est précisément ce contre quoi nous voulons lutter en proposant une organisation, plus de transparence et plus de structuration. Écoutez Boualem Sansal, lisez Barbara Lefebvre. Mais non, vous ne le lisez pas parce que sinon, il vous aurait expliqué, vous auriez entendu quand il a dit au prix Varenne de la fondation, prix de la fondation Varenne des journalistes en 2016, il a dit « L'islam de France n'existera pas, l'islam est partout chez lui ». Vous pensez que quel musulman se soumettra aux desiderata d'un État mécréant? Mais franchement. Merci pour ce débat. On va juste terminer l'émission sur une note un petit peu